Laurent Kurtman est coach en nutrition et créateur de produits pour Power Pups. Laurent est aussi entraîneur et pratiquant de course à pied longue distance. Et dans chaque épisode, Laurent nous aidera à y voir plus clair dans cette jungle d'informations qu'est la nutrition sur l'instant outdoor. Salut Laurent, comment vas-tu ? Salut François, ça va bien? Bon, impeccable. J'espère qu'il fait pas trop chaud chez toi parce qu'aujourd'hui on va parler d'un thème qui va nous réchauffer. On est pendant la semaine du marathon des sables. Comment ça va chez toi ? Bon, ça va, il fait bon. T'es à Dordogne, climat tempéré, voire un peu humide des fois, donc pas toujours sympa quand il fait trop lourd, mais sinon ça va. On n'est pas en plein désert, pas à se plaindre. Bon, il va Voilà. falloir s'imaginer traverser les dunes du Sahara, Ouais, du marathon des sables, parce que c'est vrai que le c'est paysage de la Dordogne, tout magnifique soit-il, ça eh, ne ressemble pas vraiment. voilà, à part le bac à sable du jardin d'enfants, on n'a pas trop de dunes en Dordogne, donc voilà. Mais bon, on va Euh, essayer de bien expliquer tout ça aux personnes qui écoutent. Exactement. Alors, le sujet de la nutrition rentre pleinement dans le sujet du marathon des sables parce que c'est une des grandes étapes de la préparation des coureurs qui y participent, tellement c'est particulier. On rappelle que le marathon des sables se fait en autonomie alimentaire complète. Donc, Ouais. les coureurs doivent partir avec leur alimentation durant toute l'épreuve. Et il n'y a que l'eau finalement qui leur est fournie. Comment on peut préparer ce type d'épreuve et quelles sont finalement les grandes règles à savoir quand on va partir sur ce type d'effort? Alors j'avoue, le marathon des sables, avant de préparer l'émission, là, j'en avais entendu parler, je savais ce que c'était, mais j'étais pas rentré dans le détail de, de tout ce qu'il y a à penser au niveau de la nutrition. Et franchement, c'est un gros chantier. Donc s'il y a quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui voudront le faire un jour, c'est attendez pas la veille pour réfléchir à votre stratégie et à votre ravitaillement, parce que il y a plein de paramètres à prendre en compte et le temps de tout tester, il faut vous y prendre vraiment longtemps à l'avance, à mon avis. Bon, Tu cela dirais dit, combien de temps en avance? je dirais bien 6 mois, quoi. Pour être sûr, quoi. Et pas se faire des cheveux blancs à une semaine du départ, parce que vous aurez autre chose à penser. Et, que, à mon avis, le temps de tester tous les différents produits, faut pas, vous n'allez pas tout tester évidemment, mais c'est de voir ceux qui vous conviennent bien au niveau du goût, tout ça, c'est compliqué, quoi. Voilà, enfin, il y a tellement de choix et de possibilités qu'il faut ouais, 6 mois à l'avance, à mon avis, c'est pas du luxe, quoi. Voilà. Si vous êtes sûr de votre stratégie plus tôt, après, tant mieux, hein, ça fait ça de gagner, mais vaut mieux être en avance qu'en retard là-dessus. De toute façon, c'est sûr qu'on s'enlèvera un stress aussi Ouais, psychologique parce que c'est quand même un sacré chantier, hein, au-delà de l'aspect absolument. nutrition. Ouais, c'est déjà assez dur comme ça, donc si vous pouvez euh, trouver ce qui vous fonctionne bien assez rapidement, ça sera, comme tu dis, du stress psychologique en moins. Et euh, pour paraphraser Guillaume Millet, on arrêtera de remplir la chasse d'eau assez tôt avec ça, quoi, pour ceux qui connaissent son modèle Hmm. là-dessus, quoi. Voilà, Le modèle de la chasse d'eau, on vous renvoie vers le modèle de la chasse d'eau de Guillaume Millet qui est intéressant c'est pour la ça. fatigue générale. Ouais, exactement. Donc là, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'y prendre, quelles grandes lignes à peu près suivre pour bien faire son sac, en fait, quoi. Parce que comme tu l'as dit, c'est 7 jours d'alimentation en autonomie, quoi. Il n'y a que l'eau qui est donnée aux concurrents. Voilà. Hmm. Ça veut dire que la moindre calorie, il faudra l'emporter avec soi. Sachant qu'il y a des règles imposées par l'organisation et Oui, que les étapes ne sont pas toutes de la même distance, donc dépenses caloriques différentes. oui. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Ouais. Alors, donc, il y a 6 étapes sur le marathon des sables, dont une qui compte double, puisqu'elle fait aux alentours de 80 km. Les autres sont pour les 3 premières en général, hein, si je reprends par rapport à l'édition 2020. Enfin, on ne connaît pas le roadbook à l'avance, donc je me suis basé un peu sur les épreuves, les éditions précédentes. Les 3 premières étapes tournent entre 30 et 37 km à peu près. Donc, pour un temps médian, hein, je ne parle pas des plus rapides ni des plus lents, ça se court à 6 km/h à peu près sur le temps médian.
Donc, on est sur 5-6 heures d'effort minimum, on va dire, pour les 3 premiers jours. La quatrième étape qui compte double et qui est sur 2 jours, donc fait aux alentours des 80 km. Donc là, vous aurez toute la journée en course, une grande partie de la nuit et avec un délai de 36 heures pour le faire. Voilà, pour arriver au bout de l'étape. Et en gros, toute l'après-midi et la soirée du deuxième jour pour récupérer. La cinquième étape, donc, qui a lieu le 6e jour, hein, puisque l'étape 4 est sur 2 jours, et l'étape marathon de 42 km 200. Et la dernière étape, qui est une étape solidaire, qui est plus courte, qui fait entre 10 et 20 km. Quoi. Voilà. Donc, Et celle-ci, elle compte pas pour le elle est classement obligatoire, il final. faut la terminer, mais je ne crois pas qu'elle compte pour le classement final. Je crois, ouais. Il Je me crois que semble c'est aussi. ça. Voilà. L'organisation impose d'avoir au départ 14 000 calories avec soi, c'est-à-dire 2 000 calories par jour. Voilà. Donc, sachant que sur l'étape de 80 km, vous aurez 4 000 calories pour votre étape entière. Quoi. Voilà, sur 2 jours, à répartir comme vous voulez. Pour se rendre compte, combien est-ce qu'un être humain qui, par jour, dépense et du coup doit consommer de calories? Ça dépend des gens, ça dépend de l'activité physique, ça dépend du sexe, ça dépend de la morphologie aussi. Quelqu'un de grand et musclé consommera plus que quelqu'un de plus petit et avec une moindre masse musculaire. Donc là, c'est difficile à dire, quoi. Un sédentaire complet pourra être à métabolisme de base, c'est-à-dire quelqu'un qui dormirait toute la journée serait aux alentours des 1200-1300 calories peut-être pour une femme. Et un athlète olympique genre Michael Phelps, qui était connu pour ses repas de fou, ou un cycliste du Tour de France peut monter à 6 000 calories facile par jour. Ah oui. Voilà, donc là, c'est impossible à répondre exactement. Donc finalement, pour mettre en perspective, les 2000 calories imposées Ben, c'est pas énorme. c'est pas beaucoup. Non, 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 c'est vraiment pas beaucoup. Sachant que à ça, vous n'allez pas faire que courir parce que vous aurez votre sac à dos à porter qui sera bien chargé aussi. Donc vous allez vous en rajouter un petit peu, quoi. Plus la chaleur. Puis la chaleur. La chaleur, voilà. 2000 calories, finalement, c'est... Enfin, personnellement, moi qui suis grand et costaud, je partirai pas juste avec 2000 calories pour tenir. Quoi. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous serez en dessous de ce que vous allez consommer. C'est obligé. Voilà. Sinon, le sac sera trop lourd. Sinon, le sac serait trop lourd. Ouais. C'est pas interdit d'emporter 30 000 calories, mais après, il y a quand même le poids de tout ça qui s'allège forcément de jour en jour, mais qui, quand même, si on veut avoir une course un peu agréable, faut pas trop charger la mule non plus. Quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. C'est qu'une semaine. Hein. Donc on peut être en déficit important pendant une semaine sans que ce soit préjudiciable pour la santé. Voilà, il faut juste arriver à trouver le bon compromis entre le minimum nécessaire pour pas être à la ramasse tous les jours. Voilà. Et le poids. Et puis pour appuyer ce problème de la santé, en plus, on peut aussi se dire, alors je l'ai jamais fait le marathon des sables, je tiens à le préciser, toi non plus, même si on a tous les deux fait des ultra-trails, le marathon des sables, c'est une épreuve qu'on n'a jamais fait. Donc on est sur nos connaissances et sur des aussi suppositions par rapport à ce qu'on peut dire de nos propres expériences et de ce qu'on a pu en lire ou entendre d'expériences des autres. Voilà. Mais le marathon des sables, objectivement, c'est quand même une course où il y a un staff médical qui est quand même très lourd et qui nous accompagne dans l'épreuve. On ne part pas non plus complètement à l'aventure sans encadrement. Et si on est en déficit nutritionnel, j'imagine qu'il y a des médecins qui... donc on ne se met pas vraiment en danger finalement. Non, je crois pas en tout cas. Enfin, moi, j'ai jamais vu, j'ai pas lu. C'est pas Mike Horn qui part faire le tour du monde. Voilà quoi. Non, là, on est quand même, c'est quand même surveillé. Tu parlais de l'eau qui est fournie par l'organisation. C'est rationné par jour, mais bon, il y a quand même des quantités relativement importantes. Et même si la personne est en manque d'eau malgré tout, on lui en donne quand même. Donc elle prend des pénalités, mais on laisse pas mourir les gens de soif ou de faim, quoi. Ça c'est sûr. Voilà. On risque peut-être d'être mis hors course. Mais c'est comme dans tous les ultras finalement. Voilà. Mais il n'y a pas de ce que j'ai lu, il n'y a pas plus de danger que ça, quoi. Voilà. Et alors, du coup, à quoi pourrait ressembler une journée type ou je ne sais pas comment est-ce que je m'y prendrais pour organiser mon sac en termes de nutrition
À quoi ça pourrait ressembler en fait? Déjà, c'est de la nourriture lyophilisée. Oui, oui, ça c'est sûr. On peut pas Alors, à part le premier petit-déj qui est pris avant au départ de la première étape, où là, forcément, ce que vous mangez au tout départ, vous n'aurez pas le porter, donc vous pouvez vous faire plaisir sur un petit truc qui n'est pas lyophilisé. Tout le reste, ça va être lyophilisé, effectivement. Ouais. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein. Si on peut pas s'amuser à apporter des fruits secs ou des choses comme ça, c'est intéressant au niveau nutritionnel, surtout quand on court, mais c'est trop lourd par rapport au nombre de calories que ça apporte. Voilà. Hmm. Donc on va être. Alors clairement, c'est pas la semaine où on va faire des repas de gourmet. Hein. Faut faire une croix là-dessus. Ça va être un petit déjeuner avant de s'élancer. La plupart du temps, ça va être un ravitaillement en course, une collation à l'arrivée de l'étape et le dîner le soir. Voilà à peu près comment ça peut s'organiser. Et pour l'étape non-stop sur 2 jours, pareil, petit-déj le matin, une grande étape, un grand moment sur ses pieds en course qui va durer je sais pas, entre 18 et 35 heures peut-être. Donc là, il faudra peut-être manger un peu plus consistant, une bonne collation à l'arrivée et dans l'après-midi du deuxième jour, peut-être manger un petit peu plus pour récupérer aussi en vue de la vraie grosse dernière étape du lendemain. Hmm. Voilà. Sachant que l'organisation réclame 2000 calories par jour à chaque départ. C'est-à-dire, premier jour, vous devez avoir 14 000 calories, deuxième jour, 12 000 et ainsi de suite. Voilà. Vous ne pouvez pas tout manger le premier jour et puis finir sur vos réserves les autres jours. Voilà. Il faut un minimum à chaque départ. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir les étiquettes des produits quand on les a sortis de leur emballage d'origine pour que s'il y a un contrôle, les organisateurs puissent se rendre compte que vous avez bien le minimum vital pour tenir votre marathon des sables. Hmm. Ouais, tu mets le doigt sur une des techniques qu'utilisent les coureurs pour s'alléger parce que là, encore une fois, hein, une des grandes difficultés, c'est de partir justement avec ce sac qui contient toutes nos affaires pour la Mm. semaine. Pour optimiser chaque gramme qu'on peut aller chercher, il y a certains qui enlèvent la nourriture de leur emballage d'origine. Et puis Ouais, après, il y a plusieurs techniques d'emballage qui peuvent alléger. c'est ça. Donc souvent dans des C'est des sacs. conteneurs en plastique, des choses comme ça. Alors ça, j'ai pas trop regardé. Comment, je pense qu'il y a plein de techniques différentes. Je sais pas si les déchets sont usagés, sont récupérés par l'organisation ou si le coureur doit les garder avec lui jusqu'au bout. Ça, j'ai pas fait attention. Je sais pas si tu le sais. Je sais pas non plus. Non. Voilà. Donc après, une fois que c'est vide, ça passe pas grand-chose, mais bon, ça prend quand même de la place et puis ça peut peut-être compter à la fin de l'épreuve. Mais ouais, effectivement, il faut toujours pouvoir prouver qu'on a le minimum de calories vitales. Quoi. Hmm. Voilà. Et au final, en disant ça, je me rends compte que 2000 calories par jour, c'est vraiment le minimum vital. Quoi. C'est absolument pas suffisant pour performer, pour avoir assez pour bien tourner. Quoi. À Hmm. titre d'exemple, je suis tombé sur un site là, qui s'appelle lyophilisé.fr, sans faire de pub pour eux, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils ont un catalogue phénoménal et dessus, ils montrent le pack qu'ils ont conçu pour un des frères El Morabiti là, qui a gagné. Enfin, je pense que les deux se partagent les premières places depuis quelques années maintenant. Hmm. Lui, il tourne à 2700 calories par jour. Et pourtant, Ouais. c'est pas un gros modèle, hein, le gars. Quoi. Il est pas très grand, il est pas très épais. Et pourtant, il a 50% de calories en plus que ce qui est demandé par l'organisation. Donc, Et alors, qu'est-ce qui va consommer le plus de calories? Aller vite ou aller lentement? je pense que ça reste aller vite. Aller vite va consommer plus de sucre. Aller lentement va consommer plus de graisse. C'est une question d'intensité, en fait. Plus on va vite, plus on tape dans les glucides. Donc là, on n'a pas des réserves illimitées de glucides. Euh, c'est, euh, donc il va falloir en apporter. Par contre, si on va lentement, on va être plus sur le métabolisme des graisses. Et là, même une personne très sèche a quand même suffisamment de graisse pour tenir le marathon des sables, même sans rien manger. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais c'est une image, quoi. Donc Hmm. voilà. Donc à voir où on en est là aussi. Soit on joue la gagne, soit on y va pour se faire plaisir et terminer, et on adapte sa vitesse un peu en fonction de ce qu'on est capable de faire. Quoi.
Et du coup, on adapte aussi les alimentations qu'on va prendre. Alors du coup, comme on est, comme on a, moi je pars du principe, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, qu'on a suffisamment de réserves de graisse. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'en apporter. Voilà. D'accord? Et qu'on va plus se concentrer sur les protéines qui vont nous aider à bien récupérer musculairement après les épreuves, parce que c'est quand même pas rien de crapahuter 6 heures tous les jours, voire plus dans le désert avec un gros sac à dos. Ça laisse quand même des dégâts parce que c'est pas plat malgré tout le désert, il y a quand même des dunes et pas mal de dénivelé. Donc les protéines seront importantes et les glucides aussi pour avoir une énergie un peu plus immédiate et puis pour recharger un petit peu le soir en termes de glucides. Et après les lipides, on va dire que ça va être plus pour le goût, mais c'est pas le nutriment que je favoriserai en premier. Tout ça parce qu'on a quand même des réserves, comme je le disais, et que avant d'arriver à la course, on se sera suffisamment entraîné pour pouvoir mobiliser ces réserves facilement. Voilà. Donc, pour moi, je prioriserais plus ce qui est riche en glucides avec une portion assez intéressante de protéines. Hmm. Voilà. Et après, rien n'empêche d'emporter, si on veut, un sachet de cacahuètes ou de choses comme ça pour avoir un goût différent et puis aussi se faire plaisir sur les 7 jours. Quoi. Ouais, c'est Voilà. ça, parce qu'on disait tout à l'heure que ça n'allait pas être le gueuleton de l'année hein, cette semaine. Non. Psychologiquement, gérer cette carence alimentaire, parce que surtout nous, en tant que Français, on aime bien la bonne bouffe. Hein. Ouais. Et, ça doit être quelque chose aussi de costaud à prendre en compte. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais. Alors, encore une fois, je l'ai jamais fait, mais j'ai un peu regardé les différents plats qui se préparent en lyophilisé. Il y a beaucoup de choix quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup de goûts différents possibles. Donc là, il va falloir, à mon avis, varier au maximum les plaisirs. Quoi. Voilà. Tout en sachant que ce sera pas l'idéal, mais que finalement, ça dure que 7 jours et que comparé à l'expérience que ça doit être de faire cette course-là, bon, ben, être un peu moins confortable au niveau gustatif, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Hmm. Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de choix. Là, lyophilisé.fr, là, ils ont 2000 références quand même Ah oui. sur leur site. Et j'imagine qu'ils n'ont pas toutes les marques et qu'il doit en exister d'autres ailleurs. Donc il y a moyen de bien varier les plaisirs quand même. Hmm. Et quel est l'impact de la chaleur sur ce qu'on va manger? Alors, je dirais que le principal défaut de la chaleur, c'est que ça va nous obliger à nous déshydrater. C'est-à-dire que ça va nous obliger. Ça va induire une déshydratation plus importante que si on courait à température ambiante. Voilà. La- le corps a besoin de maintenir une température constante. Dans le désert où il fait plus de 45 degrés parfois, et ben, c'est pas naturel. Donc, on va beaucoup transpirer, sans compter qu'on a des vêtements, plus le sac à dos qu'il faut porter et qui empêche l'évaporation naturelle de la sueur. C'est ça qui permet, c'est le mécanisme le plus efficace pour réguler sa température corporelle, cette évaporation-là. Donc, le sac va l'empêcher, au moins en partie, et on va perdre beaucoup d'eau. Donc voilà le gros problème de la chaleur. Quoi. Après, au niveau de la dépense calorique, ça va l'augmenter un petit peu, mais le gros souci, ça va surtout être la déshydratation et bien gérer l'eau. Hmm. Voilà. Sachant que on a aussi le facteur humidité qui peut être pire que la chaleur en elle-même. 20 degrés avec 90% d'humidité, c'est pire que 45 degrés tout sec à 10% d'humidité, puisque l'humidité empêche cette évaporation, et même s'il fait pas chaud, on n'arrive pas à refroidir quand même. Quoi. Donc plus on fait un effort intense, plus ça va surchauffer. Quoi. Voilà. Donc par chance, dans le désert, on a quand même un taux d'humidité qui est faible. Mais j'ai lu de retours d'expérience de certains coureurs que par moment, sur certaines étapes, voire sur certaines années, il y avait une humidité importante. Donc là, faut faire gaffe. Là. C'est s'il y a beaucoup d'humidité et en plus de la chaleur, ça peut vite devenir compliqué. Quoi. Ouais, Voilà. surtout que la nuit, les nuits sont très froides dans ces pays-là. Ouais. Et pour l'étape du coup de la longue, celle de 80 km, ça veut dire qu'on va courir
la journée sous une température très chaude et la nuit Ouais, une température froide. ouais. Mais ça, c'est pas Ça grave, le aussi. froid. C'est on se couvre. Puis c'est tout. Si on a froid, on se couvre. Parce que quand on a chaud, on peut pas enlever des couches à foison parce qu'il y a aussi le soleil. Il faut faire gaffe à pas se cramer non plus la peau. Et puis, on a malgré tout tout le sac et les vêtements à garder sur soi et à transporter. Donc, je pense que le froid la nuit, au contraire, c'est pas le pire, quoi. Voilà. D'accord. On s'habille. J'imagine que l'organisation prévoit ça et impose un matériel obligatoire en termes de vêtements, ne serait-ce que même pour dormir au bivouac le soir, pour pas avoir froid dans son duvet. Donc là, moi, je m'inquiète pas trop pour ça, quoi. Et puis froid, on n'est pas non plus à -30, hein. Donc même si on entend qu'il fait 0 de temps en temps dans le désert, ça nous arrive tous de courir un peu l'hiver à 5-10 degrés. On n'a pas si froid que ça finalement quand on est en mouvement. Hmm. Et euh, tu l'as dit, donc du coup, le principal inconvénient, c'est que le corps va se déshydrater. Comment est-ce qu'on sait qu'on a suffisamment bu et aussi qu'on ne va pas trop boire? Alors, il faut s'entraîner. Voilà. On prend une balance dans les semaines qui précèdent la course. On essaye le plus possible de se mettre en condition de course au niveau de la chaleur. Donc, quand on habite en France, le Marathon des Sables a lieu généralement au mois d'avril. C'est compliqué de trouver des conditions climatiques correspondantes. Donc, on essaye de voir à peu près où on s'entraîne l'été d'avant, par exemple, pour quand il fait très chaud, pour voir à peu près combien est-ce qu'on perd d'eau par heure. Et on calcule, on se pèse avant, on se pèse après, on voit combien on a perdu en eau, et on essaye de compenser à peu près. Voilà. L'organisation donne entre 1,5 et 3 litres d'eau par checkpoint pendant les étapes, et 6 litres à l'arrivée. Donc 1,5, 3, entre 1,5 et 3 litres, ça fait grosso modo un ravitaillement tous les 10 km à peu près, voire un peu plus, peut-être pour l'étape très très longue. Ça doit pouvoir être 3 litres, je pense que pour la majorité des gens, ça passe. 1,5 litre en fonction du temps que vous allez mettre entre deux checkpoints, ça peut être limite si vous transpirez beaucoup. Donc moi, je conseillerais de prendre quand même les 3 litres, même si vous les buvez pas en entier, au moins vous pouvez vous asperger et puis enlever un peu de transpiration ou des choses comme ça, quoi, ou rafraîchir un peu. Alors, sachant que l'eau qui rafraîchit quand on s'asperge, c'est que si elle est fraîche. Il y a peu de chances qu'en ayant passé 1 heure dans les portes bidons, en plein soleil, elle soit toujours fraîche. Mais au moins, ça peut permettre de nettoyer un peu et voilà, quoi. Hmm. Et un dernier truc sur les 6 litres qui donnent à l'arrivée, un peu plus, je crois, sur l'étape non-stop. C'est 6 litres jusqu'au checkpoint suivant le lendemain. Donc ça veut dire que ces Ah 6 oui, litres-là vont vous servir à l'arrivée. Ils en donnent un petit peu, ils donnent un petit peu d'eau à l'arrivée, les 6 litres pour la nuit, donc le dîner, le petit-déj et les 10 premiers kilomètres en gros de l'étape suivante. Donc il ne faut c'est pas ça. non plus, si vous faites un brin de toilette ou des choses comme ça, il faut faire attention quand même. Ah, c'est vraiment toute une gestion. Ouais, C'est vraiment ça la difficulté de cette course, que c'est toute cette gestion de sa propre santé de façon globale en fait. Hein, enfin, on a tous les aspects de la nutrition évidemment, mais aussi tous les mhm. aspects de physiquement, ses pieds, son Ah matériel, ouais, etc. ça c'est encore, oui, oui, il y a plein d'autres choses, quoi. Bien trouver les vêtements qui vont bien, les chaussures qui vont bien, les bonnes chaussettes aussi. Ça je pense que ça doit être hyper important. On a tous eu des ampoules, on sait très le calvaire que ça peut être. Ouais. Il y a plein de choses le bon duvet, pas trop lourd, mais qui est suffisamment chaud voilà, dans lequel on dort bien quand même, parce que ça aussi, c'est important d'arriver à bien dormir pour bien récupérer pour l'étape suivante. Ah ouais, il y a plein de paramètres à prendre en compte, quoi. Donc, finalement, la Mm. nutrition, c'est un gros point, mais c'est pas le seul. Eh ben écoute, je trouve on a parlé de la nutrition, de nombre de calories, qu'est-ce qu'on peut apporter, où est-ce qu'on peut le trouver.
sans faire de publicité évidemment. J'en ai fait un Mais, peu, mais bon. mais je connaissais pas, c'est intéressant de Mais savoir, c'est pas le seul, hein, mais voilà. c'est ouais, sympa, quoi. Donc, Hmm. voilà. Bah, personnellement, mis à part sur quelques randos, la nourriture lyophilisée, c'est pas trop mon truc, hein. Ouais, moi non plus. J'ai dû en manger 2 fois, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas finalement souvent l'occasion d'en consommer, sauf quand on part en itinérance, en autonomie complète. Bah, c'est vrai que maintenant en France, en plus, on a pas mal de refuges où on peut Bah, c'est ça. se nourrir. C'est ça. Mais du coup, comme on n'a pas l'habitude de consommer tout ça, je pense que sur des week-end shocks, par exemple, il faut s'entraîner à consommer ce qu'on va prendre en course, quoi. Voir si ça passe, parce que le manger comme ça à la maison, quand on n'a rien fait, enfin, pas d'entraînement, je veux dire, ça peut passer. Après une journée d'effort ou pendant un effort, c'est peut-être plus pareil, quoi. Donc, j'imagine que les personnes qui font le marathon des sables s'entraînent suffisamment, font plusieurs enchaînements de journées chargées qui reproduisent un peu les conditions de course avec le sac. Donc là, la nourriture est super importante à tester sur ces jours-là, quoi. Si vous partez 3 jours, mangez pendant 3 jours ce que vous allez consommer sur le marathon des sables, que ce soit le matin, pendant votre course et le soir, même si vous êtes chez vous, quoi. Hmm. Voilà, c'est pas génial, mais au moins vous saurez si ça passe au niveau énergétique, si vous en avez suffisamment, et si ce que vous mangez vous satisfait au niveau du goût, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas arriver à avaler ce qu'on a pris avec soi, quoi. Hmm. Ouais, puis ça créera un précédent psychologique aussi de se dire qu'on n'est pas dans l'inconnu total et que Oui, voilà. ben, on est plus préparé. Voilà. Hmm. Voilà. Exactement. Pour en venir aux calories, c'est difficile à dire. Moi, si c'est pour donner quelques chiffres, j'aurais dit entre 1,5 g et 2 grammes de protéines par jour. Pas tellement pendant la course, mais un peu au petit-déj et surtout après, réparti sur la collation et le repas du soir. Et puis les glucides, entre 100 et 400, aux alentours des 400 grammes par jour de glucides. Et les lipides, c'est anecdotique, ça vient dans la préparation qui est avec les produits lyophilisés, quoi. Voilà. L'avantage de ces produits-là, c'est qu'ils sont super bien faits et tout est écrit sur l'étiquette. Donc vous savez exactement le nombre de calories que vous avez au gramme près, quoi. Donc pour faire le calcul, c'est facile. Hmm. Ah, c'est sûr que c'est différent de partir dans cette aventure-là en ayant connaissance de tout ce qu'on va emmener, ce qu'on va avoir mangé, quand, comment, et d'être vraiment structuré en fait, et Ouais. de s'organiser. Ça enlève encore une fois tout un stress. Ah, ben, il y a quand tu regardes les sacs que les coureurs prennent en photo avant la course, c'est tout compartimenté, c'est emballé jour par jour. Mais c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas à réfléchir, quoi. Et comme ça, tu fais pas d'erreur. Tu consommes pas trop un jour et pas assez, et du coup, tu te trouves pas avec pas assez pour le lendemain. Tu sais, tel petit-déj, ça va être ça. Pendant ta course, tu vas pouvoir manger ça, donc tu vas pouvoir le ranger comme il faut dans ton sac, sans avoir à tout déballer. Non, c'est de la préparation, c'est sûr, mais ça permet de mieux vivre sa course, à mon avis. Et alors, comment est-ce qu'on peut euh, alors, on a tous fait des plans. En fait, quand on est sur le terrain, on se rend compte que ce plan-là, bah, ça ne nous correspond pas, on a Ouais. faim. Euh, Ça doit être difficile, ça, de gérer. Alors là, on arrive plutôt sur un pan psychologique, mais la nutrition, finalement, il y a beaucoup de psychologie là-dedans aussi. Mais il faut se forcer, en fait, à tenir le plan. Euh, Jusqu'à un certain point, oui. Sachant que là, on n'a pas le loisir de trop s'en écarter non plus, quoi. Mm. Sur une course, bon, mais quand ça commence à aller de travers, on peut sortir un peu du plan pour essayer quelque chose de nouveau parce qu'on sait que si on continue ce qu'on est en train de faire, ça va pas passer. Là, sur le marathon des sables, je pense pas qu'on ait cette possibilité-là, quoi. Donc, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, quoi. Il Mm. faut s'entraîner à manger et à courir et à faire ce qu'on va faire pendant la course. Euh, c'est moi la clé. Pour moi, sur ces épreuves-là, la clé elle est là, quoi. Il faut que vous aimiez ce que vous allez manger, que je vais pas aller jusqu'à dire que ça va vous faire plaisir, mais pas loin. C'est-à-dire que vous trouviez quand même un dessert le soir
qui vous fasse envie. Je sais pas, moi j'ai vu qu'il y avait des mousses au chocolat, alors je sais pas ce qu'elles valent, hein, mais au niveau du goût. Mais je pense qu'on est quand même un peu mieux loti maintenant que ce que ça a été il y a 20 ans. Donc on doit pouvoir arriver à trouver des choses sympas. Voilà, s'il faut vraiment que ça vous fasse plaisir et envie, et que vous le mangiez à défaut de manger un truc 5 étoiles, au moins que ça vous rebute pas, quoi. Voilà, que vous le digériez bien et que ça vous pose pas de soucis gastriques. Personnellement, ce serait vraiment le point difficile de gestion de cette course parce que quand j'ai faim, il faut que je mange. Oui. Sinon, je suis grognon et Ouais, mais là tu vas manger, mais ça sera peut-être pas aussi satisfaisant que ce que tu manges d'habitude et ce qui te fait plaisir d'habitude. Mais bon, comme on disait au début de l'émission, le jeu en vaut la chandelle à mon avis. Voilà, et peut-être que finalement le fait que ce soit pas super bon au niveau gustatif, c'est accessoire par rapport à l'expérience générale de la course, quoi. Et puis après, tout le monde est à la même enseigne. ben voilà. Donc c'est pas, vous n'allez pas manger votre truc lyophilisé pendant que à côté, on mangera un super plateau de fruits de mer ou un truc comme ça, quoi. Donc là, ça sera un peu tout le monde dans la même galère, quoi, par rapport à ça. Ouais, et puis finalement, encore une fois, même si on est sur de l'optimisation, ne pas hésiter à en prendre quand même un peu plus. Et puis, on n'est pas à un sachet ou deux Je pense de pas. lyophilisé en plus ou en moins. C'est pas ça qui va faire qu'on va, pour la majorité de nos auditeurs, c'est pas ça qui va faire qu'on va gagner ou abandonner. C'est pas ça qui va. Je pense pas. Il vaut mieux un peu plus s'entraîner et arriver plus en forme que de se dire je vais gagner 400 grammes au départ parce que je vais prendre 2 sachets en moins, ou 3. C'est voilà. De toute façon, je suis pas sûr que ça se sente vraiment la différence, quoi. Avec la fatigue et l'effort et puis le fait de porter le sac et tout ce qu'il y a déjà en plus dans le sac. Voilà, à voir. À voir. Bon, et ben ça aussi, c'est à préparer, à tester et adapter en fonction de chacun. Et puis, bah, si jamais on n'arrive pas au bout à cause de ces problèmes-là, et ben, au moins, ça fera un précédent et une première expérience et on fera mieux Oui. la prochaine fois. Bah, c'est ça. Juste encore un truc pour parler aussi des pastilles de sel. Là, j'ai vu que l'organisation en donne Oui. des petits trucs tout concentrés. Les prenez pas. C'est trop concentré, ça va vous faire mal au ventre. Des tout petits trucs hyper salés. En général, c'est des choses qui sont très mal tolérées parce que trop concentrées. Le sel, c'est un minéral important qu'on a besoin de compenser quand on transpire. Là, vous avez le choix. Soit vous prenez une boisson énergétique, mais il faut la transporter. À vous de voir si vous allez la supporter quand il fait 45 degrés et que le bidon est bien chaud. Ou alors vous prenez des petites pastilles d'électrolytes effervescentes. Ou alors des poudres à diluer, un petit sachet à un goût neutre pour compenser un peu les pertes en sodium que vous allez évacuer par la transpiration. Voilà. Alors, si tu me arrêtes si je me trompe, mais je crois que ces pastilles-là de sel, ça a commencé à se faire sur l'UTMB. C'est pas ça c'est pas de là que ça vient, ces pastilles-là qu'ils donnent sur les courses? Ben, c'est des choses qu'on trouve en pharmacie, mais c'est comme des petits cachets, gros comme des petits. Doliprane? Non, même pas, non, non, comme ceux dont je parle et qui sont mauvais qui font mal au ventre, c'est gros comme des petits Smarties, un petit peu, c'est tout blanc. Voilà, et ça s'avale comme ça. Les pastilles effervescentes de Doliprane, oui, ça c'est, enfin pas de Doliprane, mais qui ressemblent à Doliprane. Je sais pas si c'est sur l'UTMB que c'est apparu, mais ça fait quelques années que ça tourne. Moi, j'en utilise beaucoup parce que je transpire pas mal, et je perds pas mal de sel, donc j'ai besoin d'en prendre et c'est quelque chose moi que j'aime bien parce que c'est facile, quoi, en fait. Ça a différents goûts, soit ça n'a pas de goût du tout. Maintenant, pour que ça soit effervescent, il rajoute quelques petits trucs en plus et ramener à la quantité consommée sur le marathon des sables, je pense que ça peut faire un peu lourd dans le sac. Surtout qu'il faut des tubes pour les prendre, sinon ça s'écrase. Donc là, je partirais finalement peut-être plutôt sur une poudre d'électrolyte avec pas mal de sodium dedans. Et avec une petite cuillère doseuse qu'on laisse dans le sachet, on sait combien on doit en mettre dans son bidon. Et on est couvert par rapport à ça. Et Voilà. essayer de ne pas avoir des boissons avec peut-être trop de goût sucré pour éviter cette. Ouais, la boisson,
sur une épreuve comme ça, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix possible, quoi. Parce que, à moins que ça passe sans problème, et voilà. Mais il va falloir en emporter beaucoup quand même, parce que si c'est juste pour prendre un sachet à la première heure et puis plus du tout après, je vois pas trop l'intérêt. Autant prendre une barre, quelque chose qui sera plus concentré en termes de calories et qui aura peut-être plus de goût finalement, qui fera peut-être plus plaisir à manger. Et souvent, quand c'est mélangé à l'eau chaude, c'est dégueulasse, quoi. Clairement, hein. Donc, si on le met dans son eau, déjà qu'elle est un peu rationnée et qu'on finit par la jeter parce qu'on peut pas la boire, je vois pas l'intérêt. Voilà, ça peut même être contre-productif. Mais ça dépend vraiment des gens, quoi. C'est à tester. Voilà. Chauffez votre bidon, là, si vous n'avez pas l'occasion de vous entraîner sous la chaleur. Mettez une eau à 40 degrés dedans, mélangez-la à votre boisson et voyez si elle est toujours aussi bonne qu'avec une eau fraîche, quoi. Je suis pas sûr. Moi non plus. Moi non plus. Ou alors ultra dilué, mais si c'est pour avoir 10 grammes de sucre dans un bidon, encore une fois, est-ce que c'est. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de transporter ça et de s'embêter à le remplir à chaque ravito, quoi. C'est ça, faut voir ça aussi, ouais. Effectivement. Voilà. Ok, bon, il n'y a plus qu'à tester, s'entraîner et puis Ouais. et s'adapter. Exactement. Préparation à fond par rapport à ça, c'est tester et voir ce qui fonctionne pas. Top. Bon, Voilà. en tout cas, ça donne des premières bases, des premiers conseils pour tous ceux qui souhaiteraient, comme moi, un jour participer à cette course pour son ambiance, avant tout, hein, de mon côté. Je suis pas fan du désert, hein, c'est pas un milieu qui m'attire de base, mais pour cette expérience humaine, pourquoi pas. Et ce sujet-là de la nutrition viendra forcément sur le tableau pour pouvoir le préparer au mieux. Donc, merci Laurent. Mais de rien, avec plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.